Coucou! Alors, on se revoit pour un tout nouveau vlog. Alors, on commence ça un jeudi soir encore, ça devient un petit peu mon rythme. Et retour du boulot, j'étais encore en librairie aujourd'hui. C'est étonné que je vous dise ça, mais ça s'enchaîne, ça devrait se tranquilliser après. Aujourd'hui, c'était une journée où ça s'est bien passé, mais j'ai fini puis j'étais physiquement épuisée de la situation. Et en même temps, j'ai été en mesure de pouvoir faire avancer certaines lectures pendant mes pauses. Et en fait, en revenant, je me cherchais une petite lecture audio rapide pour me sortir un peu de ma journée. Et je me suis lancée dans une lecture qui est dans la collection Court toujours de chez Nantan. Donc, les romans pour ados, les très courts romans pour ados, je vous en ai souvent parlé. Il m'intriguait celui-là depuis longtemps. Ça s'appelle Cerveau de verre de Fabien Clavel. Il me semble que c'est ça. Fabien Clavel. C'est sorti, ben nous, ça fait pas longtemps qu'on l'a reçu, mais en France, je pense que c'est sorti en mars 2025. Et c'est une proposition assez intéressante, c'est ça qui m'avait intriguée. Donc, on va se retrouver dans un monde comme nous, mais dans un moment où il y a peut-être eu il y a clairement eu une dérive de contrôle parce que on est dans un monde où toute personne qui conteste l'autorité ou qui s'en prend potentiellement à des policiers, genre dans une manifestation, je parle pas attaquer physiquement, mais mettons, je sais pas, dire, participer à une manifestation qui revendique un peu la liberté puis qui se rebelle contre l'autorité, ben, peuvent être potentiellement arrêtés et peuvent faire de la prison à cause de ça. Et on va suivre une jeune fille qui, elle, a décidé d'aller manifester parce qu'il y a des grosses décisions qui ont été prises dans sa société et dans la société. Et la décision, c'est de privatiser les écoles. Qui vont pouvoir éventuellement, évidemment, seulement choisir un peu les élèves qu'ils veulent. Puis, évidemment, que ça va être, on est dans un monde où il y a encore des inégalités de classe et des inégalités raciales. Donc, bon, cette jeune fille-là s'appelle Cristal et sa meilleure amie, elle habite, elle, dans un quartier un peu plus pauvre. Elle n'est pas blanche et, ben, en fait, elle va avoir été reléguée à un lycée, entre guillemets, de seconde zone. Alors que Cristal, elle est dans un lycée pour privilégier parce que ses parents ont réussi à comme un peu mentir sur son adresse et tout ça pour l'amener à aller à fréquenter des lieux qui sont plus bourgeois, disons. Donc, elle va aller là, elle va se mettre dans la manifestation avec sa meilleure amie et malheureusement, elles vont se faire arrêter par les autorités. Et va s'en suivre en fait une mascarade de procès, donc il n'y a aucune justice là. Elle va être traînée là, elle n'a même pas encore 18 ans. Elle va l'avoir bientôt, mais elle n'a pas encore 18 ans, donc elle est mineure. Il n'y a pas de présence de parents. Elle va tout de suite être. Vont lui accoler une avocate de fils, mais il n'a pas vraiment le temps de parler. Puis elle passe déjà en procès, puis elle est comme condamnée. En fond, ils disent non, mais vous avez fait ça, puis vous êtes condamné à la prison. Puis en fait, sa peine, c'est euh, de porter pendant une certaine durée, dans son cas, ça va être 6 mois, un collier de suivi. Donc, c'est une espèce de collier transparent qui monte un peu proche de son cerveau et qui va amplifier toutes ses pensées. Et les autorités ça va fonctionner à ce moment-là par onde, et les autorités ont accès à toutes ses pensées en tout temps. Et ils vont pouvoir y accéder de façon aléatoire, sans aucun besoin de justifier, et ils peuvent enregistrer jusqu'à 1 heure par jour de ses pensées. Et si pendant 6 mois, elle arrive à ne pas avoir de pensées rebelles et ne pas contester l'autorité et de ne pas avoir des pensées qui pourraient faire en sorte qu'on pense qu'elle fomente des révoltes. Après 6 mois, on va lui retirer ça sans qu'elle est en prison. Mais dès qu'ils vont réaliser qu'elle a eu des pensées qui étaient contre les lois, en fait donc contre le système en place, ben, elle va être tout de suite incarcérée. Donc déjà en passant, ça donne un choc. Et rapidement, elle va comprendre qu'elle a perdu un peu sa meilleure amie dans la foule quand elle a été arrêtée, puis elle se rend compte que finalement, malheureusement, sa meilleure amie, elle n'a même pas eu droit à, même si c'est un procès complètement inéquitable, mais elle n'a même pas eu droit à ce procès-là, ils l'ont tout de suite incarcérée. Donc, comme je vous dis encore une fois, classe sociale, race et tout ça. Donc, va s'en suivre en fait l'existence de Cristal pendant ces 6 mois-là. Donc, cerveau de verre, parce qu'en fait, c'est une condamnation de transparence. Donc, et il va arriver plein de choses. Elle va essayer de. Dans le fond, pour elle, ça va être une grande punition parce qu'en fait, ça va toujours être. Nos pensées, on ne les contrôle pas 100%. Puis elle va toujours être sur le qui-vive de se dire, je suis en train de penser quelque chose qui va faire en sorte qu'ils vont me mettre en prison. En même temps, elle se rebelle contre ça parce qu'elle ne veut pas s'écraser.
Elle va elle va vivre des choses à l'école en regard de ça. Des gens qui vont l'intimider puis la harceler à partir du fait qu'elle porte ça. Mais elle va aussi faire des rencontres qui sont majeures puis qui vont lui permettre éventuellement de arriver à trouver qui elle est malgré tout ça. Donc, j'en ai parlé beaucoup pour le peu de pages que ça a, mais je pense que c'est intéressant d'avoir quand même la mise en contexte. J'en sors mitigée. C'est-à-dire que j'adore la prémisse qui est proposée. Bien, j'adore, non, parce que c'est terrible, mais je trouve cette prémisse-là absolument intrigante, absolument terrifiante. Je trouve ça super intéressant qu'un auteur essaie de se pencher là-dessus. Après, la façon dont ça se passe, c'est sûr qu'on est vraiment beaucoup sur la crise émotionnelle de Cristal. Puis là, je veux dire, je jette pas la pierre, là, je veux dire, n'importe quelle situation-là aurait une crise émotionnelle. Mais comme on est à hauteur d'adolescent, on est vraiment dans comme un peu les extrêmes de je sais pas, tout est injuste. Avant qu'elle finisse par faire certaines rencontres, pendant donc le 2 tiers à peu près du livre, on est vraiment dans cette espèce de phase-là où on a l'impression plus d'avoir une adolescente qui est fâchée parce que ça se passe pas comme elle veut, alors que techniquement, c'est normal qu'elle se rebelle en raison de ce qui se passe dans la société, mais ça va gros être centré sur elle-même par rapport, et pas nécessairement sur l'ensemble de la société. Alors que moi, c'est comme un peu le restant qui m'intéressait plus que ce qu'elle vivait elle-même. En même temps, là, éventuellement, plus quand on va faire des rencontres, tranquillement, ça va s'approfondir un peu. Mais ce que j'ai peut-être trouvé, c'est que, écoutez, c'est super difficile de faire ça. Moi, j'écris pas, là, je me doute que en fait, je suis pas une autrice, donc je me doute que c'est hyper compliqué de faire ça. Comme je pense que ça fait 64 pages. Mais en même temps, pour moi, il y a eu un petit manquement dans le rythme. Parce que dans le fond, c'est comme si c'est pas évident là, de faire une mise en place rapide pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe, puis qu'on voit où sont les accents, puis qu'on se sente quand même, disons, interpellé par le contexte en tant que tel ou confronté par le contexte en tant que tel, qu'on s'attache au personnage, puis qu'on arrive à faire aussi avancer l'intrigue. Donc, c'est pas évident. Puis pour moi, il y a eu comme un petit moment on a pris un peu trop de temps à mettre les choses en place. Puis après ça, ça a comme déboulé. Puis il y a eu un gros changement, dans le fait, au cœur du personnage principal. Puis c'était intéressant ce qu'elle apportait, mais pour moi, ça faisait un peu plaquer, juste parce que finalement, on n'a pas réussi à assez ancrer je sais pas. Ça m'a paru un peu plaqué, alors que j'ai bien aimé quand même la plume, j'ai aimé l'idée, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le contexte, j'ai aimé certaines des péripéties. Puis c'est vraiment une question, je pense, de l'enchaînement dans lequel ça s'est fait, puis la place que chaque partie du récit a pris. Pour moi, il y a eu un petit déséquilibre là. Donc, écoutez, ça fait quelques cours que ça me fait ça aussi. Je ne vais pas jeter la pierre parce que je sais que c'est pas nécessairement évident, mais je vais quand même toujours y aller en me réessayant pour les cours toujours. Je vais toujours prendre la chance. Mais bon, celui-là, c'est ça. C'est correct. J'aime l'idée. J'aimerais ça que cet auteur-là nous propose une version longue, peut-être, de cette idée-là. Je serais très preneuse pour la lire. Mais dans ce format-là, je trouve que ça ne l'a pas vraiment desservi. Alors voilà, sur cette première lecture, on lance le vlog. C'est ça. Sans plus tarder, allez, on se lance ça, on se poursuit ça. C'est parti. Hey, bonjour! Alors, on se retrouve pause repas vendredi après-midi et j'ai une nouvelle lecture en cours. Je me suis laissée guider par vraiment mon instinct. Cette semaine, ça va être une semaine, je vais y aller à l'instinct. Et j'ai décidé de poursuivre ma relecture de certains tomes, mais ma lecture d'autres tomes de la série de l'inspecteur Dalglish de P.D. James. Et j'en suis rendue au tome 5 de la série, donc en anglais, c'est The Black Tower. En français, c'est Meurtre dans un fauteuil. Et donc, on va y retrouver
l'inspecteur Dalgliesh qui se relève d'une grosse maladie et qui se pose énormément de questions sur sa vie, sur ses relations, sa façon de gérer le deuil parce qu'il a perdu sa femme, sa perception de, en fait, sa place dans le milieu du travail. Est-ce qu'il veut vraiment être policier encore? Donc, je le dis parce que je pense pas que c'est vraiment un divulgateur parce que, à moins que je me souvienne plus, mais il y a pas un gros... Il y a comme un gros gap, je pense, entre les différents tomes. Donc, on dirait que je ne suis pas de si près. En tout cas, j'espère que je n'ai pas trop divulgaché à personne. Bref, il va recevoir, alors qu'il est en convalescence, une lettre d'un vieil ami, qui est un religieux, un prêtre, en fait, qui lui a déjà enseigné, il me semble, dans un collège, puisque le père de Dalgliesh est un prêtre aussi. Et un pasteur, je pense. En tout cas, peu importe. Et il reçoit une lettre qui dit, écoute, j'aimerais ça que tu viennes me voir... j'ai des choses dont je voudrais te parler. J'habite à Taunton Manor, qui est un endroit qui accueille des personnes avec des handicaps, vivant avec des handicaps, qui ont besoin de soutien tous les jours. Puis j'aimerais ça, si tu pouvais venir me voir, je sais que c'est pas la grosse affaire, mais je pourrais quand même t'accueillir un peu. Fait que bon, Dalgliesh, il est en train de se remettre un peu de sa maladie, qu'il pensait qu'elle était fatale, mais finalement qui ne l'est pas. Merci la médecine. Et qui, dans le fond, se dit, bah, écoute, je vais y aller. S'il m'écrit, c'est parce que ça doit être important. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu quand j'étais plus jeune, puis j'allais à l'école. Puis ça va me permettre de faire une genre de petite convalescence dans un lieu un peu plus tranquille. Donc, après être sorti de l'hôpital, il va se diriger justement chez son ami, ben, sa connaissance, dans le fond. Puis en arrivant là-bas, il va réaliser qu'en fait, le fameux prêtre est décédé il y a 11 jours avant qu'il arrive et il est enterré il y a 5 jours. Donc, il arrive là-bas, puis là, il est comme, OK, bon. Puis, bon, écoute, il commence à faire fouiller. Il veut pas voir les choses comme un policier parce qu'il constate qu'il n'est pas un policier en ce moment. Mais en même temps, ça l'intrigue un peu parce qu'il se dit, mais pourquoi il m'a écrit dans le fond? Puis là, il fouille un peu, il trouve une lettre anonyme, puis il se dit, ah, c'est surprenant pour ça. Puis là, il essaie un peu d'en savoir plus. Il apprend que finalement, le prêtre, il a écrit ses livres. Donc là, il négocie un peu, il disait, ben, je vais rester quelques jours. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. En même temps, en arrière-fond, il se dit, ben, peut-être que je pourrais essayer d'éclaircir la mort de mon ami. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était malade du cœur. Donc, il a quand même eu un certificat de décès de mort naturelle. Mais bon, lui, il est juste comme, ben, quand même, tu sais. Fait que, il va commencer à regarder un peu ça. Il va commencer à rencontrer les gens. Puis plus ça va aller, puis plus il va se rendre compte que il a l'air d'avoir beaucoup de non-dits dans cet endroit-là. Puis beaucoup de relations tendues entre les gens. Fait qu'on va le suivre dans cette espèce d'enquête-là, qui est une enquête officieuse. Comme toujours, j'aime beaucoup la plume de P.D. James. Les descriptions sont encore présentes. On aime bien la sensibilité de Dalgliesh. Pour le moment, il est moins présent parce qu'on se promène dans les narrations, dans la tête des différents personnages. Donc, c'est plusieurs points de vue. Mais jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. Alors, ben voilà, c'est comme une espèce de petit truc doudou un peu, entre guillemets. Ben, doudou non, là, mais c'est une plume que je connais, que j'avais envie de retrouver. Alors, voilà, je suis dans cette lecture-là. Je vais vous en parler quand je vais avoir terminé. Puis, ben, sinon, j'ai pas d'autres choses au menu pour le moment. On va voir. Je vous tiens au courant. Hey, coucou! Alors, cette fois-ci, c'est en mode studio mobile, plein air. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il faisait trop chaud dans la voiture, puis je ne vais pas partir la clim. Bref. On est mardi, le 17 juin, et ben, je suis en pause repas et j'ai terminé ma lecture audio. Donc, j'ai terminé ma lecture du fameux, je me souviens plus c'est quoi en anglais, du P.D. James, qui est, ah, j'ai un blanc, qui est The Black Tower. J'avais pensé que c'était un titre de Stephen King. Donc, The Black Tower de P.D. James, qui est le tome 5 de la série des enquêteurs Adam Dalgliesh. Et c'était super prenant. C'était intéressant parce que cette fois-ci, ça mettait de l'avant Dalgliesh qui faisait une enquête officieuse. Un Dalgliesh qui était dans un état de grand questionnement par rapport à lui-même, par rapport à sa vie professionnelle.
dans un endroit où, clairement, c'était pas le meilleur de l'humain qui ressortait, mais en même temps, un peu. Et le dernier quart, c'était quasiment construit comme un thriller. C'était super prenant. On voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer. Dalglish était impliqué très directement. Et malheureusement, c'était très dangereux. Donc, j'ai vu un petit peu venir peut-être un peu le potentiel dénouement à partir de... Bah, presque vers la fin, mais c'était juste une idée. C'était pas nécessairement une certitude. Mais j'ai trouvé que c'était super bien mené. Le dernier rythme, le dernier bout, le rythme était super haletant. Puis, en même temps, ce qui est intéressant avec P.D. James, c'est que c'est en alternance avec une plume qui est assez, pas fleurie, mais comme je vous disais, il y a un petit côté, ouais, fleuri. Qui a quand même des descriptions, on s'y croit, on entend le vent souffler. Donc, tout ça, ça côtoie le mystère, le côté sombre de l'humain, la mort et tout. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est une excellente lecture. Très contente. Je pense que c'est le premier P.D. James que j'ai lu à l'époque en français, Meurt dans un fauteuil, il me semble. Fait que ça me dit quelque chose. Voyez-vous, je l'avais lu puis je m'en souvenais plus pantoute. Donc, ça m'a pas marqué, mais là, je pense que ça va quand même rester. Puis, ben voilà. Donc là, comme j'ai terminé, je savais pas trop dans quoi m'enligner. J'ai essayé plein de trucs. Ça se peut que je lise le plus récent, Éric Foissier, qui est le Requiem de la Dame Blanche. Je l'ai commencé un peu ce matin en niveau d'eau, puis j'étais pas sûre d'embarquer. Ça se passe en 1916, pendant la bataille de la Somme, puis il y a des événements mystérieux qui se passent, puis qu'on va retrouver des gens qui sont indirectement liés à ces événements-là, comme 60 ans plus tard, 6 ans plus tard, non, je sais pas, plus tard. Mais je sais pas, pourtant, j'aime la plume d'Éric Foissier, mais dans ce cas-ci, on dirait que je sais pas, j'ai pas réussi à embarquer. Mais ça m'avait fait ça aussi quand j'avais commencé le bureau des affaires occultes. Donc, je verrai. Là, je me suis rabattue sur un autre petit roman de la collection Micro chez La Courte Échelle. Donc, dans les deux récentes nouveautés, j'avais lu Diamant tendre et Diamant tendre, je pense que oui. Et celui-ci, c'est le club vidéo de quelque chose du four. Et bien, je l'ai en livre audio, donc version Studio Bulldog, avec un comédien dont je vous mettrai le nom. C'est super intéressant. Donc, c'est l'histoire d'un jeune qui se fait laisser lors d'un party d'Halloween. Puis, il est vraiment désemparé. Puis, dans son espèce de peine, il finit par se retrouver à l'orée de la forêt, près du club vidéo en décrépitude de la ville. Et il vient de se passer un meurtre là. Le commis vient d'être retrouvé mort avec le cœur arraché. Puis là, dans le fond, dans un coup de tête, le fameux jeune homme qui s'est fait laisser décide de dire ben moi je peux travailler là si tu veux. Puis là, ben de ce que je comprends, c'est que c'est un petit peu, on dirait que c'est plus comme, ça s'en vient un peu comme un roman d'horreur, on va voir, mais c'est toujours super bien écrit puis super bien produit, les versions audio de ces romans-là. Donc, ben, je suis en train de l'écouter puis je vais vous faire signe dès que je vais l'avoir fini. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette pause. On se revoit tout bientôt. Et enfin donc par maison d'édition puis par auteur. Mais du coup je voulais prendre le temps de vous montrer tout ça parce que c'est vrai que depuis qu'on est arrivé ici, je vous ai pas montré ma bibliothèque, vous les voyez en arrière-plan, mais je vous ai pas montré comment c'était rangé. C'est ni plus ni moins rangé de la même manière que quand on était à Bordeaux dans ma propre bibliothèque qu'on avait faite et que je vous avais montré. Rebonjour. Alors, on se retrouve en fin de journée, toujours mardi 17 juin. Et j'ai terminé le club vidéo de Thomas Dufour chez La Courte Échelle. C'est bien surprenant. J'étais pas sûre au début. C'est sûr que la prémisse au départ m'interpellait un peu moins que celle de l'autre parution récente dans cette collection-là, la collection Micro. Qui était Diamant tendre. C'est-à-dire que, bon, c'est pas que j'ai pas d'empathie pour les gens qui ont des peines d'amour, mais c'était vraiment centré sur un jeune homme qui a une peine d'amour, puis je me disais, bon, comment ça va aller? Mais finalement, c'est vraiment audacieux. On est dans un court roman de genre, et en même temps, il y a quelque chose quand même de
une prise de position. C'est un peu un roman de. Comment on pourrait dire ça? Pas un roman d'apprentissage. Un peu un roman d'apprentissage. Oui, un roman d'apprentissage. Court, comme ça. Qui implique d'accepter l'inexplicable. Qui implique un rythme puis une trame qui résonne beaucoup pour tout ce qui est étrange horreur, mais pas horreur insupportable, moi je suis pas tant bonne là-dedans, mais plus étrange, inquiétant, ambiance de film d'horreur, mais avec un petit côté de on est conscient qu'on est là-dedans et tout ça. J'ai beaucoup aimé le ton en fait, du narrateur, qui est évidemment le jeune garçon, le jeune ado, en fait, qui s'est fait laisser puis qui se ramasse, comme je vous expliquais, à travailler dans le fameux club vidéo, un peu mystérieux, où il y a eu la mort d'un jeune commis la veille. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un personnage de jeune adolescent qui, justement, sort de ce qu'on pourrait avoir comme idée préconçue. C'est-à-dire que, premièrement, selon la société, encore maintenant en 2025, beaucoup de jeunes garçons selon la société ne pourraient pas exprimer leurs émotions, alors que là, pour lui, il se fait laisser, puis c'est vraiment la fin de son monde. Donc, vraiment, là, il pleure, il n'a pas peur de l'exprimer, il est dévasté. Et il n'y a pas d'autre mot que ça, il est dévasté. Puis, pour lui, c'est la pire chose qui ne peut pas y arriver. Puis pour lui, ça ne vaut plus la peine de poursuivre. Mais malgré le fait que c'est intense, que c'est plus grand que nature, mais qu'en même temps, quand on est ado, c'est ce qui se passe. Hein, l'émotion est tellement... j'ai juste le mot en anglais. Overwhelming, c'est pas envahissant, mais il y a juste ça qui existe finalement, que c'est sûr que ça peut arriver à des extrêmes comme ça. Mais malgré tout ça, il garde une espèce de ton un peu d'autodérision. C'est comme si des fois, il voit la situation de l'extérieur et il est capable de souligner un peu des fois des effets un peu comiques ou un peu douteux ou je sais pas, c'est intéressant. C'est vraiment comme un narrateur un peu conscient de sa propre intensité puis de comment ça peut être perçu des autres. Mais il n'est pas nécessairement en train de se traiter de, mettons, je sais pas trop, moi, jeune garçon pathétique. En même temps, il est capable de voir quand c'est des extrêmes, mais il dit quand même qu'il a le droit d'être triste, puis il a le droit d'être comme ça, même si c'est pas plus grave que. Même si les gens pourraient dire, ben, c'est pas grave, tu vas trouver quelqu'un d'autre et tout. Puis, il va avoir, malgré le fait que c'est super court, une montée en tension vraiment intense. On va avoir plusieurs péripéties. On pourrait penser que c'est un peu comme un huis clos, que ça se passe dans le club vidéo, mais ça ne sera pas juste dans le club vidéo. On va avoir une évolution du personnage principal, donc de comment il se perçoit, comment il perçoit les choses. J'ai vraiment trouvé ça audacieux. Je ne pourrais pas dire que c'est un coup de cœur. C'est moins mon genre mon genre littéraire, je dirais. Mais je pense que c'est vraiment intéressant comme approche. Vraiment intéressant. Ça rend, disons, les ruptures, ça permet de voir peut-être les ruptures comme, même si c'est cliché, un peu le commencement de quelque chose d'autre, mais sans tomber dans le mielleux de psychopop et tout ça, sans tomber dans la banalisation de ce que quelqu'un peut vivre, mais plutôt de vaincre, disons, l'intense tristesse par l'inattendu et l'inexpliqué, tellement intense aussi que ça crée un déclic. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est vraiment intéressant, si jamais vous voulez le découvrir, que ça vous intéresse d'être dans un peu un hybride de genre. Il va avoir un petit peu de, comme je vous disais, d'un peu, pas d'autodérision, mais un regard un peu extérieur qui se prend pas toujours au sérieux, mais en même temps qui permet d'avoir un point de vue vraiment, à mon avis, très juste par rapport à le fait de se faire laisser à hauteur d'ado, le fait d'avoir une perte de repères, souvent ça, puis tout ça, j'ai trouvé ça super juste. Encore une fois, cette collection-là, je vous l'avais dit, elle met de l'avant le langage parlé. Donc, on n'est vraiment pas dans le niveau de langage soutenu ou littéraire ou
normatif ou je sais pas trop. Puis c'est intéressant, ça donne une belle couleur. Puis moi, en tout cas, j'y ai cru. Bon, en même temps, je suis une adulte. Est-ce que si les ados qui en ont lu, c'est jamais dans votre entourage, il y en a qui l'ont lu. Je sais que c'est pas tout le monde qui est au Québec, mais s'il y en a au Québec, les ados qui ont lu celui-là, vous me direz si ils lèvent les yeux au ciel d'utilisation d'expression ado. Mais j'ai pas senti que c'était trop pesant. J'ai pas trop senti que c'était un adulte qui essayait d'écrire un point de vue d'ado. J'ai surtout cru au personnage. J'ai cru à ce qu'il vivait. J'ai cru à ses émotions. Puis pour moi, c'est tout ce qui a compté. J'ai aussi cru à l'espèce d'ambiance complètement grinçante qui était installée. Puis je me suis demandé comment ça allait finalement se boucler tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment une réussite. C'est une excellente lecture, puis je la conseille vivement. Et puis, ben, sur le retour, finalement, j'ai décidé de poursuivre mon essai du Requiem de la Dame Blanche de Éric Foissier. À date, comme je vous dis, j'ai recommencé du début. J'avais écouté un petit peu ce matin en me disant, je vais voir si ça me plaît ou pas. J'avais pas nécessairement accroché. Finalement, j'étais passée à le club vidéo de Thomas Dufour. Puis là, ben, j'avais accroché pas mal tout de suite. Puis là, je me suis dit, ok, c'est beau, je vais donner une vraie chance. Donc, j'ai recommencé, j'étais pas très loin, là, le Éric Foissier du début. Puis là, je suis encore rendue à la même place, un petit peu plus loin peut-être, mais je suis encore un peu détachée. Je pense que c'est juste que c'est assez... comme un peu Éric Fossé nous a habitués avec le Bureau des affaires occultes, ça semble assez rempli de terminologie un peu spécifique. Comme là, ça se passe dans la bataille de Somme, on va avoir une terminologie plutôt militaire. Absolument, j'ai pas de misère avec ça, mais là, c'est vraiment spécifique, des noms d'appareils, des noms d'avions, en fait, de bombardiers ou d'avions militaires, des noms d'armes en tant que telles, de lieux. Puis je connais de nom la bataille de la Somme, mais à part ça, pas grand-chose. Fait que là, je me dis juste, est-ce que je vais être larguée super vite parce qu'il me manque comme une connaissance dont j'aurais besoin pour pouvoir mieux l'apprécier? J'espère que non. Fait que je vais essayer. On va voir. J'ai vraiment comme envie d'aimer ça, dans le sens que ça semble répondre à plusieurs critères que j'ai parfois pour que ça génère chez moi un engouement puis que je sois vraiment enlevée par ma lecture et tout. Mais j'ai pas encore déterminé 100% si je le poursuis ou pas. De toute façon, je l'écoute en audio. Il n'est pas disponible encore. Il est disponible, je pense, en papier au Québec. Il n'est pas encore disponible en numérique au Québec, mais en audio, j'y ai accès par le biais de la plateforme Nextory française, donc c'est normal, puisqu'il n'est pas encore sorti ici. Donc, je l'essaie, mais tu sais, l'avantage, c'est que si jamais j'aime pas ça, ben c'est pas le principe d'un crédit audio, ces plateformes-là, c'est un principe de nombre d'heures, donc au pire, je le laisse de côté, puis je prendrai autre chose. Mais ben voilà, sur ces bonnes paroles, je vais poursuivre ma soirée. On s'enligne pour des jours de giga canicule. Donc, je vais peut-être essayer de profiter d'un petit peu de la température relativement gérable ce soir. Peut-être aller marcher un peu. Donc, je vais peut-être poursuivre le Rick Foissy, puis j'essaierai. Au pire, si j'y pense, je vous ferai juste finir ma face pour voir si au retour, j'ai poursuivi l'histoire, puis je suis assez engagée, ou ben non, c'est vraiment qu'elle change, mais voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, j'arrête de blablater, parce que ça paraît, je suis en fin de journée, je suis fatiguée, et puis ben on se dit à tout bientôt! Hey, bonjour! Alors, on se parle. On est le mercredi 18 juin, fin de journée caniculaire. Et avant d'aller prendre ma marche, en tout cas, je vais essayer d'aller marcher quand même. Je suis allée courir ce matin super tôt. Mais j'ai encore mon défi, en tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus, mais mon défi que je me suis mis en juin pour faire campagne de financement pour
la Société canadienne du cancer. Donc, il faut aussi que je marche en plus. Bref, tout ce blabla pour dire que il fait chaud. Là, je me suis dit, à cette heure-ci, peut-être que ça va être moins pire, donc je vais y aller. Et quand je vais marcher, je vais poursuivre ma lecture en cours, celle que je vous avais annoncée dans le dernier segment, que je vous disais, j'étais pas trop sûre, puis ben, j'étais pas trop sûre, mais là, finalement, je pense que j'ai dépassé la moitié. Donc, je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que le rythme est très... Ça prend beaucoup de temps avant qu'on arrive dans la partie où vraiment on est pris par l'histoire, mais là, je suis rendue dedans et bon, voilà. Donc, pour rappel, c'est Requiem pour la Dame Blanche d'Éric Foissier. Je l'écoute en livre audio. Je ne sais pas si j'ai les crédits ici, parce que je me suis mis devant moi le résumé, puisque je vais vous le lire finalement. Donc, les crédits, donc c'est chez Lizzie en livre audio et c'est lu par Christophe Brault et Garance Thénault. Voilà, donc ce sont les crédits. Par contre, je vais la 4e de couverture de la version papier qui n'est pas encore parue ici au Québec, qui est parue par contre en numérique, en livre numérique seulement. Mais voilà, j'y ai accès parce que j'ai accès à la plateforme nextory.fr, puis en France, c'est sorti. Donc, c'est parti pour le résumé. Le front de la Somme, automne 1916. Alors que les soldats succombent par milliers dans les tranchées, la mort frappe de façon plus singulière ailleurs, mais avec tout autant de cruauté. C'est d'abord une chanteuse célèbre d'avant-guerre, la Dame Blanche, soupçonnée d'espionnage et sommairement exécutée par des justiciers improvisés. C'est ensuite Albert Sceaux, un as de l'aviation française, retrouvé mystérieusement poignardé par une baïonnette allemande au retour d'une mission aérienne, des roses rouges répandues dans le cockpit de son appareil. 15 ans plus tard, 6 personnages étroitement liés à ces événements se trouvent réunis à nouveau. Dans un huis clos oppressant, derrière les murs d'une grande maison isolée et bloquée par la neige, ils vont devoir affronter le poids du passé et leurs propres démons intérieurs. Alors voilà. Voyez-vous, cette partie-là, donc, parce qu'en fait, tout le début de la 4e de couverture, c'est pas mal la moitié du roman. Donc, je trouvais au début qu'il divulgachait, mais bon. Là, on est comme arrivé dans le huis clos, mais ça fait, je dirais, c'est à peu près, mettons, ça est à peu près à 40% du roman, là, le huis clos. Donc là, on tombe un peu plus dans le classique, entre guillemets, d'un huis clos. Puis c'est volontairement dit par l'auteur que, en fait, ce travail-là, c'est un travail qui a été fait en hommage à un auteur du polar classique français de genre du meurtre impossible. Puis je me souviens plus c'est quoi son nom. Éric Alter. Je dis peut-être n'importe quoi, mais je vais vous le mettre. Donc, les titres de chacun des chapitres font référence à des œuvres qui font partie de ce genre-là. Puis je ne sais pas si c'est tout de l'auteur dont je vous parle, mais bref, peu importe. Donc, on voit qu'il y a comme quand même une certaine partie qui est un peu un hommage au... C'est un peu un huis clos, roman noir et tout, avec un soupçon sur fond de guerre et soupçon d'espionnage. Mais pour le moment, les autres éléments, à part le huis clos, sont un petit peu plus, je sais pas, périphériques, on va dire. Ils sont moins vraiment importants. Et ben, on apprend à connaître les personnages. Puis on a un effort de l'auteur de créer une ambiance très victorienne, glauque, manoir. Bon, je sais que ça se passe en 15 ans après 1916, donc 1931. Donc, on est entre deux guerres à l'aube de la seconde, malheureusement. Mais c'est une espèce d'ambiance comme ça. Des non-dits, du glauque, des secrets enfouis, des demi-vérités. Et puis là, ben, dans ce cas-ci, une espèce de maison qui est installée à un endroit bien spécifique dans qui a une importance assez capitale dans cette histoire-là. Bref, donc, Éric Foissier, sa plume est toujours d'un style assez littéraire. Donc là, évidemment que ça se passe en 1931. Mais quand je vous dis que c'est un peu comme un roman victorien, c'est qu'il y a quelque chose dans la plume qui est un peu resté dans ce niveau-là pour moi. Bon, ben, la formulation n'est pas exactement victorienne, mais on dirait qu'il y a quelque chose de ça. Donc, c'est un peu mélangeant, parce qu'à chaque fois, il faut que je me rappelle qu'on est à l'époque, en fait, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a peut-être ça qui est peut-être pas trop certaine d'adhérer à ça.
Mais bon, ça reste un mystère qui est prenant. Comme je vous dis, j'ai quand même l'impression pour le moment, moi, qu'il y a quelque chose dans la dynamique du hit qui a été faite. C'est comme si on arrive beaucoup trop tardivement, finalement, à ce qui semble être au centre de l'intrigue. Bien sûr qu'on veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant, puis qu'est-ce qui mène à tout ça, mais peut-être que finalement, on aurait pu y aller avec l'introduction qui est en fait qu'est-ce qui s'est passé pardon, la mort du soldat So, qui est en l'aviateur, qui est retrouvé avec quelque chose d'un peu impossible parce qu'il est retrouvé tué par une baïonnette, mais dans son avion, avec des fleurs sur lui. Puis en fait, il n'y a comme pas eu vraiment. Les gens n'ont pas vu. En fait, ils le retrouvent, mais il est dans son avion. Là, il n'y a pas eu comme un moment où quelqu'un aurait pu s'introduire dans son avion pour intervenir et tout. Donc, c'est ça qui est l'espèce de mystère. Mais bref, on aurait peut-être pu commencer par ça. Puis ensuite, se lancer avec ce qui est dans le présent, donc 1931, avec une relativement brève, peut-être mise en contexte. Peut-être un petit peu plus de retour dans le passé après, mais peut-être que c'est ça qu'ils ont fait, puis on dirait que sur le coup, j'ai pas l'impression que c'est ça, puis, mais bref, ça donne l'impression vraiment que c'est beaucoup trop long, ou alors, parce que le livre n'est pas si long que ça, finalement, avec la Dame Blanche, puis soit qu'il aurait fallu qu'il soit plus long pour que ça justifie le fait qu'on arrive plus tardivement à ce qui va être central, ou alors qu'il soit plus court puis qu'on coupe dans la première partie, mais bref, vous comprendrez bien que j'ai l'impression qu'il y a un problème de rythme, mais je suis quand même attachée à l'intrigue, donc je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais aller poursuivre ça. Je vais voir, j'ai 2 livres que j'ai empruntés en numérique qui viennent à échéance dans 19 heures. Parce que c'est des livres qui sont, pour ceux qui ne le savent pas, là, quand on emprunte un livre à la bibliothèque en livre numérique, c'est un livre qu'on appelle chronodégradable. Donc, en tout cas, de notre côté ici au Québec, ça fonctionne comme ça. Donc, ça veut dire qu'après la durée du prêt, exactement à la minute près, il devient informatiquement inaccessible. Donc, même si je fais les beaux yeux à mon téléphone ou à ma liseuse ou à ma tablette pour dire « Ah, comment, il me reste juste 3 pages », ça ne fonctionne plus. Fait que c'était deux albums jeunesse. Donc, je pense que j'ai le temps de les lire. Donc, si jamais j'ai le temps de les lire, je vais peut-être vous en parler. Mais voilà, ça va peut-être ressembler à ça un petit peu pour cette semaine. Alors, à bientôt! Et bonjour. Alors, de retour de ma marche, il fait chaud. J'ai vraiment chaud. Mais je vais juste faire un petit coucou parce que j'ai poursuivi ma lecture audio, bien entendu, mais je suis tombée dans les croque-livres du village, parce qu'on en a vraiment plusieurs. Je suis tombée sur ceci. Donc, voilà. Donc, c'est Amiante de Sébastien Dulude chez La Peuplade. Et, c'est ça, après tout le monde, ça fait un bout quand même qui est sorti. Un bout. C'est un bout, ça. Oui, 2024, mais puis il a gagné des prix et tout, mais moi je l'avais vu passer puis je ne m'étais juste pas encore précipitée sur la lecture. Alors après tout le monde, une fois que l'engouement est un peu passé, je vais potentiellement m'y plonger. Je suis contente, état neuf. Je lis la 4e de couverture. Thetford Mines, ville phare de l'industrie de l'amiante québécoise, été 1986. Steve Dubois, 9 ans, et le petit Poulain, 10 ans, s'abandonnent au plaisir de l'amitié. La belle saison est rythmée d'aventures sur les hauts terrils et d'évasion à travers les paysages mi-forestiers, mi-lunaires. Les journées des 2 inséparables s'écoulent dans l'oisiveté et l'innocence sur leur vélo ou allongés dans leur cabane parmi les pins. Or, l'année 86 est riche en tragédies et l'une d'entre elles affecte le cours de la vie de Steve comme nul autre. 5 ans plus tard, on le retrouve en proie à son obsession, reconstituer son paradis évanoui. Maniant une langue précise et sensuelle, Sébastien Dulude fait le récit d'une jeunesse fragile et inflammable dans un American Dream ouvrier en perte d'élan. Ça a l'air super intéressant. Puis, j'étais intriguée parce que j'ai une petite partie de ma famille qui a commencé sa vie à Thetford Mines. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Alors, je l'ai ramassé au vol et voilà, vous avez ce mini book haul surprise de croque-livre. Alors, sans plus tarder, je vais le mettre la face dans le congélateur. Je vais aller me rafraîchir un peu, puis je vous reprends quand je vais avoir terminé le Éric Fossé, parce que j'imagine que je vais avoir terminé peut-être demain, peut-être, sinon au pire vendredi matin. Mais entre-temps, je vais sans doute lire mes 2 livres numériques que je ne vais pas perdre, puis au pire, je vous en ferai la chronique plus tard. Alors, allez, à tout bientôt! Hey, bonjour, bonsoir! Prise 3 de la journée, j'allais être tannée de me voir, mais finalement, j'ai dévoré en fait les 2
album, puis je sais pas si c'est roman graphique ou poésie illustrée, en fait, que j'avais en réserve. Alors, tout d'abord, j'ai lu Julie Capable. Donc, c'est de Thierry Lenain et Laurent Pinabel chez Les 400 coups. En fait, c'est une réédition. Mais la nouvelle mouture, je trouve que visuellement, elle est super intéressante. Je ne sais pas si à l'époque, l'intérieur était la même chose, c'est juste qu'ils ont changé la couverture, mais je peux vous dire que la couverture de l'ancienne édition était plus ou moins inspirante. Bref, j'ai lu la quatrième de couverture. C'est pas très long, évidemment. C'est parti. Julie, capable de rien, n'était capable de rien. C'était comme ça depuis la mort de sa mère. Les révélations des chats du cimetière, qui parlent même aux morts des tombes muettes, lui permettront-elles de devenir Julie capable de tout? Alors bon, dans la quatrième, ça révèle un peu qu'est-ce que c'est. Moi, je me suis lancée dedans sans avoir lu ça, évidemment, là, quand c'est des albums comme ça. En même temps, c'est quand même un album, c'est un album pour les grands ou pour les petits qui vivent des choses qui devraient peut-être plus être adressés à des cœurs de grands, donc des petits qui vivent des choses qui sont plus grandes que eux. C'est quand même un album qui fait 48 pages, puis il y a quand même pas mal de textes, mais je vais remettre un petit peu, je vais essayer de m'installer comme ça, peut-être. Je vais essayer de vous mettre un petit peu quelques images. Le visuel est marquant. Donc, en gros, c'est évidemment, comme ça le dit, Julie, qui est une petite fille qui a l'impression qu'elle a le contrôle sur rien, pas capable de rien faire, est maladroite, elle réussit jamais rien, puis les gens n'arrêtent pas, les enfants à l'école, ben, ils se rendent compte de ça, puis comme à l'école, on est toujours, en tout cas, il y a toujours des gens qui exploitent la faiblesse des autres ou les vulnérabilités des autres, ben, elle se fait appeler tout le temps Julie capable de rien. Puis à force de se le faire dire, elle finit par le croire. Puis un jour, elle décide de juste pas revenir. Elle est censée remonter à venir à la maison, mais elle revient pas à la maison. Puis elle va se sauver au cimetière. Puis elle va voir plein de tombes où il y a plein de choses qui sont écrites dessus. Puis elle va se diriger vers une tombe qui est un peu à l'écart dans le cimetière où il n'y a rien d'écrit. Puis où elle va se blottir. Puis on comprend entre les lignes se laisser aller, donc se laisser mourir en fait. Et les chats du cimetière vont venir un peu à son secours, à la fois littéralement et métaphoriquement, en la réchauffant et en essayant de justement la faire parler puis de lui faire exprimer qu'est-ce qui la ronge à ce point-là. Puis ils vont commencer en lui disant que, parce qu'elle dit qu'elle est toute seule et tout ça, puis ils vont commencer en disant que sa mère l'aimait. Puis elle dit, ben non, ma mère m'aimait pas, vous pouvez pas savoir ça. Puis ils disent, ben oui, on a parlé à ta mère. Donc là, ils vont essayer de comme rebâtir sa confiance. Dans le fond, on comprend que cette petite fille-là, évidemment, il y a eu la mort visiblement de sa mère. De ce qu'on comprend, peut-être, je sais pas si c'est une mort intentionnelle ou non, ça semble intentionnel, donc potentiellement un suicide. Et la petite fille, elle, ce qu'elle a retenu, c'est qu'elle l'aimait pas assez, elle. C'est sa faute à elle parce qu'elle l'aimait pas assez. Si elle avait aimé assez, elle serait pas morte. Donc, il va y avoir un petit travail justement d'écoute de la part des chats et comment on pourrait dire ça? Pas redirection, mais proposition de réécriture un peu de tout ça en disant, ben non, mais en fait, il n'y a rien qui aurait pu empêcher ta mère de mourir, certainement pas toi avec ton amour, ça n'a aucun rapport. Puis éventuellement, à partir de ce moment-là, et bien entendu, Julie capable de rien va devenir Julie capable de tout parce qu'elle va comprendre que dans le fond, c'est pas de sa faute. Puis elle va devenir en fait une espèce de, de présence rayonnante aussi à l'école. Ça va changer un peu les perceptions. Puis elle va avoir quand même un soutien en fait par les chats du cimetière, puis un peu comme se réapproprier avec des rituels un peu le deuil qu'elle est en train de vivre. Bien entendu que de l'extérieur, on se dit, mais mon Dieu, mais cet enfant est seul, elle n'a pas personne à qui parler, mais je pense que la façon dont c'est présenté, c'est simplement que il y a des enfants qui n'en parleront pas. Puis il y a peut-être des parents qui n'ont pas les mots après justement le deuil de quelqu'un de proche comme ça. C'est pas tous les parents qui vont avoir, le parent restant ou les proches restants qui vont avoir les mots pour essayer de faire parler l'enfant. Ce qu'on ressent surtout, c'est une grande boule d'émotions plus grande qu'elle-même. C'est un deuil qui est plus grand que tout, un deuil qui la fige, qui l'empêche de bouger, d'évoluer. La proposition visuelle qui est faite, justement, est faite exprès pour
On ressent l'espèce de chaos d'émotions. Il y a des traits un peu en gribouillage, là, comme vous avez pu voir. On est dans le noir et le rouge, qui est quand même audacieux comme palette. Euh, Rouge, peut-être noir, deuil, mort, rouge, colère, peut-être en quelque part. Mais aussi un peu amour. Donc, ça m'a vraiment marqué. C'est vraiment un coup de cœur, cet album-là, pour les grands. Donc, si jamais vous ne l'avez pas lu, parce que je ne sais pas s'il est mentionné sur une réédition, mais si jamais vous ne l'avez jamais lu, ou vous l'aviez lu à l'époque, en tout cas, ben, sachez que c'est super marquant. Je pense que ça vaut la peine de le découvrir. Bon, évidemment, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains, dans le sens où ça aborde quand même un sujet qui est ben, qui peut remuer, évidemment, surtout si on parle ici d'une famille ou d'un enfant qui est touché par ça, mais qui peut aussi peut-être permettre de justement offrir une possibilité ou une opportunité de lancer la discussion. Mais sinon, ne serait-ce que pour nous en tant qu'adultes, je pense que ça va toucher, ça peut toucher tout le monde, peu importe l'âge qu'on a, l'âge chronologique qu'on a. On a tout un peu un cœur d'enfant au fond de nous autres, puis surtout pour des morts qu'on comprend un peu comme dans ce cas-ci, qui sont des morts un peu inexpliquées ou inattendues, bien c'est sûr que l'humain va quand même avoir un peu un réflexe de se dire, mais ici, est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Pourquoi j'ai pas vu les choses arriver? Donc écoutez, c'est vraiment précieux cet album-là. Donc Julie Capable de Thierry Lenain, ça ne m'étonne pas parce que c'est Thierry Lenain, et Laurent Pitabel qui a toujours des propositions absolument assez audacieuses. Puis là, vraiment, je vous dis, là, autant la composition visuelle, vous avez vu ça souvent sur 2 pages, le type de médium qui a été utilisé, qui fait comme un peu brouillon, tu sais, c'est comme pas peaufiné, on sent vraiment comme les émotions à l'état brut. Puis le côté chaos, nuageux, la petite fille, elle a des cheveux comme en espèce de bataille, on dirait que c'est un nuage noir de tristesse et tout. Là, tout ça, c'est pensé. Donc les deux, autant le texte que les illustrations dans cet album-là, c'est un tout qu'il faut absolument pas manquer. Donc voilà pour la première lecture. Et la deuxième, on n'était pas vraiment dans quelque chose de plus joyeux, je vous dirais. Donc, c'est Cœur de pierre. Donc, c'est dans la collection unique graphique. Puis, je pense que c'est leur première apparition, quelque chose dans le champ. Donc, c'est la collection unique que vous connaissez. C'est chez Héritage, c'est ces fameux romans ados en vers libre avec ben, roman de pré-ado, disons, en vers libre avec une mise en page un peu funky, puis qui aborde des sujets pas toujours évidents. Donc, on a vraiment souvent, bon, ben, justement, par contre, il y en a sur le suicide, la transidentité, les troubles alimentaires, plein de choses. Mais c'est toujours basé sur, dans le fond, l'auteur propose, c'est souvent en lien avec des expériences que l'auteur a vécues, potentiellement. Donc, on est à l'espèce de jonction entre la fiction et l'autofiction, mais c'est pas ça le but nécessairement, c'est vraiment d'y aller avec du vers libre qui va parler des émotions qui sont vécues par ces jeunes-là. Et là, ben, de ce que je comprends, c'est qu'ils se lancent aussi dans le côté un peu roman graphique. Donc, c'est un peu une version, je dirais, pimpée. C'est une version bonifiée des propositions qu'il y a dans la collection unique. Parce que dans ce cas-ci, encore une fois, on est dans une histoire qui s'articule en vers libre. Et cette fois-ci, c'est Cœur de pierre, donc d'Angèle Delaunoy et Dorian Danielson. Je m'excuse, j'ai un iPad qui refuse de coopérer. Je suis toujours en train de voir le déverrouiller. Donc, chez Unique. Et je vais encore une fois vous mettre quelques images, mais avant, je vais essayer d'ouvrir la quatrième de couverture si j'y arrive. Mon Dieu, excusez. J'ai un vieux iPad qu'il faut qu'on manipule avec beaucoup de soin. Donc, je vais vous lire tout de suite pour pas, avant que ça disparaisse. C'est parti. Je suis seule, toujours seule. Quand tout le monde joue au milieu de la cour, moi, je reste invisible, à côté de la porte, isolée dans le silence. Ils me rejettent depuis bien trop longtemps. Ils m'ignorent dans le meilleur des cas. Je les appelle les cœurs de pierre, car rien ne les atteint. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez marquant. Donc, on peut, avec ce qui est mentionné en quatrième, bien, voyez-vous, c'est quelque chose qui propose, c'est une histoire qui propose l'histoire d'un jeune qui est intimidé, harcelé parce qu'il est différent, parce que c'est un jeune qui, plutôt que de rentrer dans les standards, en fait, de peut-être mis
des passe-temps, des passions qui sont un peu plus classiques, le sport et tout ça, ben lui, ce qu'il aime, c'est jouer du piano. Puis, évidemment, il fait rire de lui. Puis, ben, dans le fond, ça va tout être son histoire de nous raconter au quotidien comment les cœurs de pierre qu'ils s'appellent, donc c'est harceleurs, ces intimidateurs, vont lui lancer des insultes, vont vraiment faire de sa vie un enfer. Puis la seule façon qu'il a de s'en sortir, on le voit avec des écouteurs sur les oreilles parce qu'il écoute sa musique. Puis il dit que des fois, quand il arrive, que des fois, même la musique, en fait, le laisse tomber. Donc, ça veut dire, j'imagine que c'est tellement intense que même s'il y a ça, il n'arrive pas à ne pas réagir ou à ne pas, à ne pas se laisser atteindre par cette intimidation-là qu'il vit. Et il parle aussi de quelque chose qui est peut-être moins abordé, c'est-à-dire que c'est la culpabilité de l'intimider par rapport aux autres intimidés. Donc, il dit qu'il n'est pas tout seul, puis qu'il aimerait ça se faire des amis, parce qu'il sait qu'il n'est pas tout seul à se faire bardasser, puis à se faire intimider par ces gens-là, mais que personne ne veut se tenir avec le rejet. C'est super triste, parce que, tu sais, dans le fond, il y a toujours quelqu'un qui, on a l'impression qu'il est pire que nous, puis dans ces sphères-là à l'école, puis personne ne veut se tenir avec lui. Puis lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que il n'a pas nécessairement le courage. Il aimerait avoir le courage de les défendre, de les rassurer, d'aller vers eux. Puis, mais quand les intimidateurs le laissent tranquille pour quelques jours ou une semaine, il est juste tellement soulagé de ne pas avoir à lutter qu'il devient un peu, il dit qu'il devient un mouton qui bêle, donc il pèle avec les autres. Donc, un mouton qui contribue en fait en disant rien, en riant un peu de ce que les intimidateurs vont lancer aux autres, qui c'est malheureusement le tour de se faire intimider. Donc, en disant rien, il participe à ça parce qu'il ne se sent pas capable d'avoir le courage de pas, de dénoncer puis d'essayer de les aider. Puis ça m'a vraiment gros touché, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un petit peu plus... le texte est un peu plus convenu, je dirais. Peut-être que ce à quoi je suis habituée pour cette collection-là. Puis, mais en même temps, la proposition visuelle est super intéressante. Cette fois-ci, elle est beaucoup plus développée qu'évidemment, c'est ça que je pense. Ça, je vous disais un petit peu plus bonifiée, mais elle est beaucoup plus développée que dans les romans uniques. Puis, bon, évidemment, c'est en couleur déjà, une composition, encore une fois, sur 2 pages. Beaucoup d'interactions d'un côté d'une page à l'autre. Encore une fois, par contre, un travail sur le graphisme, donc le texte qui va suivre un peu les vagues d'émotions du personnage. Donc, je trouve que c'est super bien fait. Je pense que celle-là, par contre, ça pourrait être mis quand même entre toutes les mains, dans le sens où à la fois quelqu'un qui vit ça ou quelqu'un qui voit ça puis qui dit rien, qui voit ça ou qui fait ça malheureusement aux autres. La façon dont c'est présenté, je trouve que c'est... Oui, il y a des moments où c'est très émouvant comme adulte, mais je trouve que c'est très... la personne qui est au centre de ça est comme consciente que c'est une dynamique, puis elle est consciente aussi de ce qu'elle peut faire pour s'en sortir, mais elle est aussi consciente qu'elle ne peut pas toujours être la personne qui est forte. Donc, puis que elle espère quand même, quand ça va être derrière elle, qu'elle va être capable de leur pardonner à ces gens-là. Donc, c'est très touchant. Ça n'a pas été un coup de cœur, comme je dis, parce qu'il y a un petit quelque chose au niveau de la plume qui est venu moins me chercher. Pourtant, c'est un sujet qui est super remuant. C'est une proposition graphique que j'ai, par contre, la proposition graphique, j'ai adoré. Vraiment, vraiment. Mais c'est peut-être juste, il y a un petit quelque chose qui m'a manqué dans le texte, en fait, pour que ça vienne me chercher à ce point-là. Donc, c'est vraiment grâce au visuel que j'ai pu réussir à vivre les émotions qui potentiellement étaient proposées par le texte. Donc, mais ça reste une super proposition à découvrir si vous voulez. C'est paru, ben là, je disais récemment, mais c'est paru en mars, donc c'est quand même encore assez récent, moins de 3 mois. Donc, si vous ne l'avez pas jamais découvert, je vous invite à le faire. Ça vous permet aussi de découvrir cette fameuse collection-là. C'est un peu plus facile d'accès, justement, parce que c'est une proposition qui implique aussi quelque chose qui est visuel, qui est graphique. Donc, gênez-vous pas pour vous lancer là-dedans. Donc, voilà, c'était mes 2 lectures absolument pas légères du soir. Hein. J'ai été attirée par les couvertures. Ce qu'il y avait en commun, c'est la couleur rouge. Et dans Jeunesse, habituellement, la couleur rouge, c'est potentiellement, ça promet pour quelque chose qui est assez habituellement choc. Mais bon, j'ai pas été déçue.
belle découverte, donc 2 propositions québécoises. Alors, ben voilà, je vous invite à les découvrir. Puis sans plus tarder, comme là, je continue à blablater, je vais aller finir ma lecture en cours et en fait, en effet, ben, ce sera la dernière du vlog quand je vous en aurai parlé parce qu'on va avoir fait pas mal la durée que je me permets de vous concocter à chaque semaine. Alors, ben, à bientôt! Bonjour! Alors, on se retrouve en direct de la Studio Mobile avec ma version 2 luminosité ici parce que c'est ça. C'est l'heure où le soleil est bizarrement placé. Donc, pause repas vendredi après-midi. Et je viens tout juste de terminer le fameux Éric Foissier, donc le Requiem pour la Dame Blanche. Et c'était très prenant. C'était excellent, finalement. C'était pas un coup de cœur tout à fait, parce que, comme je vous dis, je maintiens le fait que le rythme, il y a une petite problématique de rythme au début qui a fait en sorte que ça a pris vraiment beaucoup de temps. Mais une fois qu'on est rendu dans le fameux huis clos, ensuite, le rythme, en fait, est vraiment bien contrôlé. La proposition qui nous est donnée est intéressante. On change de point de vue. Un peu comme ce que je vous avais dit. Ah, ça aurait été le fun qu'on fasse ça comme proposition pour le début. Je vous avais dit, mettons, faire une mise en place, puis peut-être faire plus de retour dans le passé à travers la narration. Bien, finalement, c'est ce qui s'est passé, finalement, à partir de la moitié. Donc, si jamais vous lisez ce livre-là, puis que le début vous semble un peu pas laborieux, mais qui prend un peu trop son temps, ben accrochez-vous jusqu'à la moitié. Après, c'est intéressant. Ça reste quand même un rythme assez, comment je pourrais dire, c'est haletant parce que vraiment, il se crée une tension, une ambiance, comme je vous disais, un peu victorienne, vraiment une ambiance de huis clos. Puis c'est pas juste, c'est normal, on se retrouve vraiment dans un manoir où finalement, en effet, il va se passer de plus en plus, en fait, les morts vont pleuvoir et ce sont toujours des morts inexplicables dans des principes de chambre close ou de huis clos. Et plus ça va aller, puis plus on va apprendre des choses sur les personnes qui sont présentes. Il y a un petit air par moment de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, je vous dirais. Et on comprend tranquillement que les gens qui sont là ne sont pas là pour rien. Et ça va monter en tension, ça va s'éclaircir petit à petit, mini-révélation en mini-révélation, jusqu'à l'épilogue même. Donc, j'ai trouvé vraiment là, que concernant la structure, à partir du moment où on est arrivé dans le manoir, c'était pour moi une proposition parfaite. Donc, à la fois, comme je vous disais, le rythme, l'évolution des personnages, les péripéties, les fausses pistes, les situations qui font en sorte que le lecteur se remet en doute ou remet en doute en fait tout. Et même les quelques petits moments où on se demande même moralement comment on agirait dans cette situation-là. C'est quelque chose qui fait référence à la Première Guerre mondiale, qui est quand même abordé plus souvent, mais récemment, c'est beaucoup plus la Seconde Guerre mondiale qui va être abordée dans la fiction. Puis là, on est vraiment dans la Première Guerre mondiale, mais à hauteur de gens ordinaires, je dirais, vraiment, et à quel point, donc on va prendre, évidemment, c'est la bataille de la Somme, mais oui, ça va être un événement qui est marquant, mais c'est comme pas en tant que tel l'actualité de la guerre qu'on va suivre, mais bien les gens qui vont y avoir participé. Le côté que la guerre a fait se rencontrer des gens de façon forcée et qui peut-être se seraient jamais rencontrés dans la vie, puis à quel point ça peut avoir eu un impact. Ça va aborder d'autres aussi petits thèmes, mais c'est pas des petits thèmes, c'est des thèmes remuants, en parallèle, surtout en particulier avec concernant la fameuse Dame Blanche, qui est la fameuse Sibylle, concernant son passé, sa relation avec sa famille, son père et tout ça. Il y a différents thèmes qui vont être abordés là-dedans aussi. Mais globalement, c'est vraiment un mystère, puis c'est intéressant parce que c'est mené de façon officieuse par Fleurimont, qui est une des personnes qui était impliquée au départ, dans l'histoire de départ, donc qui a fait la guerre et tout ça, puis qui était présent lors de la première mort inexplicable, et qui se retrouve là parce qu'il fait partie de cette bande-là, qui vont finalement se retrouver ensemble après 15 ans, en raison d'une invitation un peu saugrenue. Et c'est lui qui va mener l'enquête, finalement, avec son espèce de petit côté. Puis là, le narrateur audio a vraiment fait un bon coup parce que
c'est excellent, la voix qu'il a choisie. C'est une voix qui est légèrement nasillarde et un peu lente. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est comme. C'est quelqu'un qui est super brillant, mais c'est quelqu'un qu'on peut imaginer, même si on ne le voit pas, qui n'a pas nécessairement tous les atouts pour lui pour être quelqu'un qui a comme, disons, du charisme ou qui attire les autres. Mais c'est vraiment un esprit vif, puis en fait, qui contribue clairement à comment les choses vont se dérouler. C'est un esprit vif et quelqu'un, disons, qui a comme le cœur à la bonne place, malgré tout ce qu'il a vécu. J'en dirai pas plus sur l'intrigue, mais si j'ai eu mes doutes au début, puis c'était des sérieux doutes, je me suis vraiment demandé si je le continuais ou pas. Je suis très satisfaite de la suite. Je pense même que j'ai été plus satisfaite encore que quand j'ai commencé le Bureau des affaires occultes, le tome 1. J'ai trouvé que, oui, le ton qui est adopté, c'est très soutenu, puis c'est littéraire. Ça rappelle quand même, en effet, ça m'a un peu rappelé le ton des fois, même si c'était pas le même auteur auquel on faisait référence, mais ça me faisait penser un peu au ton qui est dans les Gaston Leroux, comme dans le mystère de la chambre jaune. De toute façon, c'est un huis clos. Pas un huis clos, c'est une chambre close. Donc, c'était un petit peu empoulé, disons, mais c'est le style d'Éric Foissé dans ses romans historiques. Mais là, je trouve quand même qu'il a fait un effort, il a choisi de rendre les choses un petit peu plus accessibles, un petit peu plus grand public, dans le fond. Puis je pense que ça a bien fonctionné. À la fois, ça donnait un petit côté vieillot, dans le fond, à la narration, puis ça fonctionnait parce que ça se passait quand même au début du 20e siècle. Mais en même temps, c'était suffisamment dynamique, entre guillemets, pour qu'on soit capable de le suivre sans trop se casser la tête, si on n'était pas dans trop des grandes formulations comme il y avait dans le Bureau des affaires occultes, où on était vraiment au 19e siècle, donc là, vraiment, c'était formulé autrement. Là, on retrouvait quand même un peu nos repères début du 20e, donc je trouve ça super intéressant. Donc, excellente lecture, finalement. Bien contente de l'avoir découverte. Quand elle sortira au Québec, je vous invite à la lire. C'est un one-shot pour Éric Foissé, donc c'est intéressant. Les autres, c'est plus des séries qu'il va faire. Donc, ben voilà. J'espère que ce petit vlog-là vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester comme d'habitude en commentaire si ça vous dit. Est-ce que vous avez des livres là-dedans que vous avez lus? S'il y en a que ça vous a donné envie de lire, ça va me faire plaisir de vous lire, moi, de vous lire en commentaire. Puis d'ici à ce qu'on se revoit, ben, j'espère que vous allez avoir des lectures marquantes, disons, cette semaine pour lancer l'été. Ou des lectures complètement légères pour vous changer le focus. Puis ben, nous on se dit à la prochaine.